Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les revenus qui sont pris en compte ou non pour le taux d'endettement dans le cadre d'un crédit immobilier. Avec le contexte du HCSF, certaines de ces règles ont pu être légèrement modifiées, donc on va faire un petit update ici. Petit disclaimer, chaque banque est libre d'adapter les règles qui vont suivre, de les durcir ou de les adoucir selon sa propre politique de risque. Ce ne sont que des règles générales que je vais vous édicter. Chaque dossier reste particulier. Voilà. Donc on va commencer par, les impôts. Ouais. Donc en fait, la règle générale, ça va être que les banques vont prendre votre revenu net avant impôt. Donc c'est-à-dire votre salaire en bas de votre fiche de paie. Certaines banques vont prendre en compte le montant de vos impôts, mais comme une information. En général, ils ne l'intègrent pas au moment de faire le calcul d'endettement, qui aujourd'hui, je le rappelle, est de maximum 35% assurance, du crédit inclus dans les 35%. Concernant les prestations sociales, je tiens à faire un point sur les prestations sociales qui sont très très peu abordées. Ça va être surtout celles de la CAF. En général, elles ne sont pas prises en compte. Ça va être le cas, par exemple, des APL, de la prime d'activité ou encore du RSA. Tout simplement parce qu'elles dépendent d'un facteur qui sont vos revenus et du jour au lendemain, elles peuvent disparaître, elles ne sont pas considérées comme stables. Et surtout, l'État, selon... bah, on est en pleine période d'élection, voilà, c'est un exemple qui tombe très bien. Le prochain gouvernement peut tout à fait décider de modifier ces règles du jour au lendemain, et c'est un élément qui est extérieur à votre travail, qui ne dépend pas de vous, qui ne dépend pas de la banque, en fait, qui dépend au final un peu de personne, et qui viendrait comme ça bouleverser vos revenus. C'est pour ça qu'elles ne sont pas prises en compte. Elles sont considérées comme trop fluctuantes et par exemple pour la prime d'activité trop récente. Petit point sur l'appel accession. Avant, il y avait une appel dite accession qui était réservée aux propriétaires modestes. Cette appel accession a été brutalement supprimée. Voilà, donc elle pouvait représenter une part conséquente du revenu, surtout pour des personnes modestes ayant des enfants en bas âge. Voilà, donc je ferai peut-être une vidéo dédiée à ce sujet. Dites-moi si ça vous intéresse. J'ai notamment une expérience avec cet appel accession qui a été supprimé en Outre-mer et qui a été rétabli en catastrophe. Enfin voilà, il y a tout un historique dessus. Et enfin, on termine sur quelques cas spécifiques, notamment l'AAH, donc l'allocation aux adultes handicapés, je crois. Ça, c'est lié à un état et non à un statut. Un statut qui peut être donc changeant, un état qui lui a priori n'est pas prêt de changer. Si vous avez une carte invalidité à 80%, ça va être compliqué du jour au lendemain de repasser à 0%. Donc l'AH est considéré comme un revenu plutôt pérenne et c'est un peu pareil concernant les allocations familiales. Ça va être surtout le cas si vous avez des enfants en très bas âge, par exemple vous avez deux enfants de 2 et 3 ans et si vous faites un crédit immobilier sur une durée plutôt courte, 12 ans, 15 ans, les banques peuvent prendre en compte ce revenu. Attention, ce n'est pas automatique. Ça va dépendre des banques, ça va dépendre de vos revenus, ça va dépendre si vous êtes en couple, si vous êtes marié, enfin voilà. Ça va dépendre vraiment de beaucoup de paramètres. Mais c'est un cas assez spécifique qui, a priori, c'est une allocation. Les allocations familiales sont aujourd'hui, à l'heure où je parle, universelles et donc elles ne sont pas liées à vos revenus ou à un patrimoine. En tout cas, pas encore. Le cas des pensions alimentaires. Si vous en recevez, c'est assez simple, c'est traité à peu près de la même manière que les allocations familiales. Donc elles peuvent être prises en compte, mais ça dépend de l'âge de vos enfants. Par contre, si vous devez verser des allocations familiales à autrui, là, ils le prennent à 100% comme une charge. Donc ça rentre dans votre taux d'endettement. Parce que quand vous avez des charges à payer, que ce soit un crédit familial, une dette ou une pension alimentaire, là ils le prennent à 100% et en général sur toute la durée du crédit. Donc attention. Les cas particuliers, donc concernant les cas des primes, des 13e mois, des heures supplémentaires, voire d'un deuxième travail, bah là c'est au bon vouloir de chaque banque.
en fait, il y a plus de chances qu'ils le prennent en compte si c'est prévu dans votre contrat. Donc si dans votre contrat, il y a marqué avantage, 13e mois, prime, machin, machin, euh, et ou si vous les touchez depuis plusieurs années, la banque sera plus susceptible de les prendre en compte. Donc au-delà des revenus, le patrimoine. Euh, donc là, par exemple, les revenus du patrimoine, donc par exemple des rentes, ça va être des rentes, par exemple les rentes en assurance vie, les rentes viagères, les rentes qu'on se crée via la bourse. Tout ça, je tiens à vous préciser que ce n'est pas pris en compte. Euh, Même les rentes qui sont fixes, parce qu'en fait, si vous voulez, du jour au lendemain, si vous avez une rente d'assurance vie, vous pouvez très bien décider de retirer tout l'argent de votre assurance vie, bah, la rente, elle n'existera plus. On est bien d'accord. Par contre, si c'est une rente fixe, type, je crois que par exemple, le PEG permet d'avoir une rente décidée à l'avance, c'est-à-dire que vous décidez à l'avance, vous déterminez le montant de la rente et sa durée, et là vous ne pouvez pas toucher l'argent. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez opté pour l'option de la rente, vous ne pouvez pas retirer ou casser votre contrat. Dans ces cas-là, peut-être que ça peut être pris en compte, mais en tout cas, ça ne sera pas pris en compte dans le taux d'endettement, ça sera juste une information à votre dossier. Voilà. Et quid, une exception concernant les SCPI. Les SCPI qui sont détenus en direct depuis plusieurs années, donc les SCPI qui ne sont pas en assurance vie, qui ne sont pas dans un contrat, vraiment les SCPI que vous détenez en direct. Par exemple, je sais qu'il y a, c'est pas toutes les SCPI, hein. Il y a une des plus connues en ce moment, il y a Quorum, où vous pouvez détenir des parts en direct. Celles-là peuvent être prises en compte dans votre taux d'endettement, mais il faut que le revenu soit récurrent et surtout que ce soit stable. Pour les CPI, par exemple, je pense surtout de tourisme, qui ont subi des grosses pertes en 2020. Si vous avez des SCPI de tourisme et que vos revenus ont chuté de 30, 40, 50% sur vos SCPI, ça va être un peu plus compliqué, évidemment. Ensuite, quid du patrimoine, donc du patrimoine en général. Que vous ayez un bien immobilier qui soit totalement payé ou qui n'y reste une toute petite part de crédit, ou que vous ayez une certaine somme sur votre compte courant ou sur vos comptes épargne. Donc, comment est traité le patrimoine? Bon, bien sûr, le patrimoine ne rentre pas dans vos revenus et n'est pas pris en compte dans le taux d'endettement. Par contre, c'est un peu comme le reste à vivre, ça va non pas être traité comme un revenu, mais comme une garantie. Donc ça va bien rentrer en compte dans votre dossier. La banque, on va dire qu'il y a tout. Il n'y a pas juste un facteur endettement, d'accord? C'est toute une politique de risque. C'est pour ça que je parlais vraiment du politique de risque. Elle regarde votre dossier. Elle regarde votre statut, si vous êtes en CDI, CDD, depuis combien de temps. Elle regarde aussi votre comportement financier, mais pas que. Elle regarde si vous avez des dettes, si vous êtes instable, si vous avez un comportement frauduleux ou douteux, suspicieux. Quelqu'un qui va avoir des traces de jeu, donc je parle de jeux de poker, de jeux d'argent, etc., dans ses relevés de compte, peut être considéré comme un risque. Donc en fait, il y a certains profils et certains critères qui vont vous mettre dans des cases clients à risque. Voilà. Et ça va soit vous occasionner un refus, soit, en tout cas, il va y avoir des éléments un peu plus négatifs sur votre dossier vis-à-vis de certains critères. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Ça peut être le cas, par exemple, souvent les gens se demandent comment sont traitées les crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, c'est bien sûr un élément très spécifique. Une banque A peut vous dire c'est considéré comme une sorte de jeu d'argent, comme un placement exotique, client risqué. Une cliente B peut vous dire c'est traité comme un investissement comme un autre, comme des actions. On va considérer que vous avez une gestion active de votre patrimoine et que vous investissez, que vous gérez bien votre argent. Donc elle va même, peut-être ça peut même être un élément positif, hein, voilà. Vraiment, donc ça dépend vraiment de chaque banque en fait, hein. Qu'est-ce qui est considéré comme un risque, qu'est-ce qui est considéré comme bien? Finalement, le patrimoine donc, va rentrer comme une garantie, et si la garantie est nécessaire, elle n'est jamais suffisante, d'accord? Ce qui est primordial avant tout, c'est votre revenu. C'est ça vraiment qui va être regardé en premier, votre statut, votre revenu et votre comportement en général. Donc c'est pour ça que ça explique certaines difficultés d'accès au crédit pour les chefs d'entreprise ou pour les investisseurs, par exemple, qui ne vivent que de leur loyer immobilier.
les investisseurs qui n'ont plus de travail ou qui n'ont pas de travail, en tout cas parce qu'ils est considéré comme un contrat de travail ou comme une entreprise, ne sont pas bien vus des banques et en général, ils ont vraiment beaucoup de difficultés à avoir accès au crédit. Voilà, c'est pareil concernant les couples qui vivent en union libre, où il y a une personne qui vit à Amsterdam et l'autre à, je sais pas, aux Antilles, ça va être considéré comme plus risqué qu'un couple marié depuis 10 ans avec 2 enfants. Voilà, c'est comme ça. Donc, pour ces couples, pour ces données concernant le patrimoine, des solutions particulières de financement sont possibles, tout comme des solutions particulières de financement sont possibles pour les personnes modestes. Je pense particulièrement aux prêts PASS ou à des solutions type aide ANA, PTZ, aide Action Logement, voilà. Et bien pour les clients dits patrimoniaux, des solutions particulières de financement comme crédit in fine, crédit lombard, crédit à palier ou crédit hypothécaire peuvent vous être proposés et peuvent solutionner des taux d'endettement qui sont un peu trop hauts. Donc je ne rentre pas en détail dessus. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo sur les différents types de crédits, comme sur les différentes méthodes de calcul pour les taux d'endettement. Il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une méthode pour calculer un taux d'endettement. En ce moment, il y en a une qui est plébiscitée par la plupart des banques à cause du HCSF. Je pourrais y revenir plus en détail. C'est la méthode quasiment la plus défavorable, notamment pour les investisseurs immobiliers qui ont déjà des crédits. D'où le fait... je crois que j'ai oublié de parler des revenus fonciers, excusez-moi. Oui, alors concernant les revenus fonciers, je vais rapidement faire un crochet. La règle générale qui prévalait avant le HCSF, c'était de prendre en compte 70% de vos revenus fonciers, charges comprises. Et on ajoutait à ça, ces revenus à vos revenus salariés. Maintenant, comme le calcul d'endettement est très défavorable aux investisseurs immobiliers, les banques vont plus facilement monter à 80%, voire certaines 90% ou 100%. Ne me demandez pas de liste, je serai incapable de vous donner une liste, ça dépend vraiment de vos banques locales. Ça va être plus facile pour certaines caisses mutualistes ou certaines caisses locales qui ont vraiment plus de pouvoir localement, en fait, tout simplement. Elles connaissent mieux leurs clients et elles pourront peut-être prendre en compte un peu plus haut vos revenus que 70%. Je ne peux rien vous garantir, en tout cas il faut demander. Mais en tout cas, plus vous avez le même locataire sur une longue durée, plus elles seront susceptibles de prendre une plus grosse part des loyers. Donc tout simplement, voilà, pour conclure, la règle principale, ça reste vos revenus, votre statut, votre comportement bancaire et la récurrence et la stabilité de ces revenus. Ça va être aussi bien sûr votre dossier, est-ce qu'il est cohérent par rapport à votre demande de financement? C'est pas cohérent si vous êtes au SMIC et que vous avez aucun patrimoine de demander 500 000 euros. Maintenant, si vous êtes au SMIC mais que vous avez eu un héritage conséquent, peut-être que vous pourrez aller au-delà des 35% d'endettement. Voilà. Donc il n'y a pas de... c'est que des règles générales, mais c'est compliqué de les appliquer parce qu'au final, il n'y a que des situations particulières et des dossiers particuliers. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses que je n'ai pas traitées, parce que bien sûr je fais une vidéo générale ici, ça n'a pas vocation à être exhaustif, ou en tout cas trop exhaustif. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire comme d'habitude. Et dites-moi si vous voulez que je fasse donc une vidéo sur les différents taux d'endettement et sur les différents crédits. Je pense que je ferai une vidéo à un moment aussi sur comment optimiser un crédit. Donc comment faire en sorte de payer le moins d'intérêt possible ou de quelque part personnaliser les crédits à votre situation et ça permet parfois de débloquer des situations. Donc je pense notamment à des personnes qui sont déjà endettées, qui ont des crédits voiture. C'est souvent des personnes qui ont des crédits consommation. Donc comment on peut adapter le crédit à cette situation-là. Ça reste particulier, ça reste extrêmement technique. La vidéo du HCSF à côté que j'ai faite est vraiment très simple. Donc, mais s'il y en a qui sont courageux et qui sont prêts à m'écouter sur ce genre de thématique, ça peut être pour des personnes un peu intéressées ou pour des investisseurs un peu plus chevronnés, ça peut être des moyens d'optimisation très très intéressantes. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo. Salut!